Essayez de retracer votre famille au-delà de 1890. Allez-y, ouvrez l'un de ces sites de généalogie commerciaux, soumettez votre ADN, payez votre abonnement mensuel et suivez la ligne de votre grand-mère, puis celle de sa mère, puis celle de la mère de sa mère. Au début, les documents s'alignent parfaitement. Vous trouvez des certificats de naissance, des actes de mariage, des recensements de 1940, de 1920, de 1900, mais à un moment donné, avec une brutalité qui défie toute logique archivistique, vous allez vous heurter à un mur. Je ne parle pas d'un effacement graduel des archives, ni d'une lente perte de netteté dans l'encre des documents anciens, où les noms s'estompent doucement dans les brumes du temps. Je parle d'un mur physique, brutal, absolu et institutionnel. Un arrêt brutal où la documentation se termine tout simplement et où la piste devient glaciale. J'ai supposé que c'était normal lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai cru aux excuses que l'on nous a appris à répéter avec docilité. Des lacunes dans la tenue des registres, des incendies tragiques dans les palais de justice locaux, le chaos naturel d'une jeune nation qui n'avait pas encore appris à tenir des archives appropriées. Je ne cherchais pas ça quand j'ai commencé. Je cherchais simplement à comprendre comment les populations se déplaçaient à la fin du XIXe siècle. Mais ensuite, j'ai commencé à parler à d'autres personnes qui faisaient des recherches sur l'histoire de leur famille, à parcourir des forums, à lire des essais de généalogistes professionnels, et tous, sans exception, se heurtaient au même mur, au même gouffre, dans la même année exacte. Chaque généalogiste, chaque historien de la famille, chaque personne qui tente de se connecter à quelqu'un qui vivait en Amérique en 1890 trouve la même impasse, le même silence bureaucratique là où les réponses devraient pas se trouver. Avant de plonger dans les abysses de cette année effacée, je veux vous demander quelque chose. Si vous faites des recherches sur votre propre arbre généalogique, ou si vous avez ressenti cette déconnexion artificielle avec votre passé, laissez un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville d'où vous me regardez et abonnez-vous pour sauvegarder ces archives. Nous devons documenter qui parmi nous cherche encore les pièces manquantes, car ce que je vais vous montrer prouve que quelqu'un, ou plutôt un système entier, a fait de grands efforts pour s'assurer que nous ne les trouvions jamais. L'histoire officielle dit que nous avons perdu un recensement par malchance, un simple accident tragique dans un sous-sol poussiéreux, mais les mathématiques disent autre chose. Le recensement de 1890 n'était pas un simple comptage de têtes destiné à ajuster les sièges parlementaires. Ce fut la photographie la plus complète, la plus intrusive et la plus détaillée de la population américaine jamais tentée jusqu'à ce moment-là. Près de 63 millions de personnes ont été documentées. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, chaque famille a reçu un formulaire complet qui lui était propre. Les recenseurs du gouvernement ont enregistré les noms, les âges, les professions et les relations familiales avec une précision presque chirurgicale. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Le gouvernement voulait savoir exactement qui vivait dans ce pays et d'où il venait. Ils ont posé des questions sur le statut d'immigration, les documents de naturalisation, combien d'années vous étiez aux États-Unis et si vous parliez anglais. Aux femmes, on a demandé combien d'enfants elles avaient mis au monde et combien étaient encore en vie. Ils ont documenté si vous étiez propriétaire de votre maison de manière définitive, si vous aviez une hypothèque ou si vous étiez locataire. Ils ont enregistré la race en utilisant des catégories extrêmement spécifiques que nous n'utilisons même plus aujourd'hui. Ils ont demandé si vous aviez servi pendant la guerre de sécession, que ce soit pour l'Union ou pour la Confédération, en détaillant le grade, la compagnie, le régiment, les dates d'enrôlement et de libération calculées jusqu'aux années, mois et jours de service, et même les incapacités subies pendant le conflit. Ce fut le dernier recensement exhaustif des hommes qui ont combattu dans la guerre qui a failli détruire l'Amérique, de leurs veuves, de leurs enfants, de leur place dans le récit national. Tout était documenté. Tout était enregistré. Tout a disparu. Ce niveau de détail massif n'a pas été rendu possible par une armée infinie de commis équipés de plumes et d'encriers, mais par une technologie révolutionnaire. Ce fut le premier recensement à utiliser le système de tabulation électrique inventé par Hermann Hollerith.
Ils ont utilisé des cartes perforées pour enregistrer, trier et analyser les informations de 63 millions de personnes à travers 43 machines électromécaniques. Le système a connu un succès si foudroyant que l'entreprise de Hollerith est finalement devenue l'épine dorsale de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'International Business Machines, ou IBM. Le recensement précédent de 1880 avait pris 8 longues années à être traité à la main. Le recensement de 1890 a terminé son décompte de population en seulement 6 mois. Cela aurait dû être un triomphe monumental, un monument indélébile à l'ingénierie, à l'organisation et à la bureaucratie, préservé religieusement pour les générations futures. Au lieu de cela, il est devenu un fantôme, une anomalie statistique que la machine étatique a choisi d'oublier. Mais le recensement de 1890 a capturé quelque chose d'encore plus grand que des familles individuelles et des données démographiques froides. Il a marqué une frontière existentielle pour la civilisation occidentale. Le recensement de 1890 a officiellement déclaré que la frontière américaine était fermée. Le bulletin du bureau du recensement était presque désinvolte dans son énormité. Ils affirmaient que jusqu'en 1880, le pays avait une frontière de peuplement, mais qu'à présent la zone non colonisée avait été tellement fragmentée par des corps isolés de peuplement qu'on ne pouvait guère dire qu'il existait une ligne frontière. Le célèbre historien Frederick Jackson Turner a construit toute sa thèse académique sur l'identité américaine à partir de ce recensement exact, soutenant que la frontière avait façonné ce que nous étions en tant que peuple et que sa fermeture marquait la fin absolue d'une époque. 3 villes américaines ont dépassé le million d'habitants pour la première fois. Les résidents nés à l'étranger constituaient 14,8% de la population, le pourcentage le plus élevé de l'histoire de la nation à ce moment-là. Ellis Island a ouvert ses portes à peine 18 mois après la réalisation de ce recensement. Ce document a capturé le monde à l'instant exact avant le début de l'immigration de masse par les centres de traitement officiels. C'était la ligne de base, le point de départ, le registre inaltérable de l'ancien monde avant que le nouveau n'arrive pour le remplacer. Il enregistrait la transition précise d'une nation agraire et frontalière à une puissance industrielle urbaine, corsetée par la loi et l'ordre corporatif, et il a été systématiquement détruit. La destruction n'a pas eu lieu en un seul jour apocalyptique. Ce fut une campagne méthodique, une série de décisions qui se sont déguisées en tragédies opérationnelles. Le premier coup a été porté en mars 1896. Un veilleur de nuit a découvert des flammes au Marini's Hall à Washington, où des portions très spécifiques du recensement étaient stockées. Au matin, les annexes spéciales étaient endommagées au-delà de toute récupération. Que contenaient ces annexes spéciales? Elles enregistraient la mortalité, la criminalité et ce que le gouvernement appelait, sans aucune ironie, les classes spéciales. Elles documentaient les personnes dites aliénées, les faibles d'esprit, les sourds, les aveugles et, ce qui est le plus critique pour notre enquête, les populations institutionnalisées. Ce sont ces registres qui nous auraient dit exactement qui était enfermé dans les quelques 300 immenses asiles psychiatriques tentaculaires construits sous le plan Kirkbride entre 1848 et 1890. C'étaient les registres qui documentaient les fermes pour pauvres, les poor farms, qui existaient dans presque chaque comté d'Amérique. Des endroits où des personnes dont le seul véritable crime était la pauvreté, la vieillesse ou l'inconvénience sociale étaient enfermés et classés officiellement comme des détenus. Le département de l'Intérieur a ordonné l'élimination des matériaux endommagés et avec eux, l'identité des citoyens les plus vulnérables et les plus gênants du pays a été effacée de l'histoire. Mais les annexes de population, les registres réels des ménages contenant près de 63 millions de noms, ont été déclarés sains et saufs. Un employé du recensement qui les a examinés attentivement en 1903 les a trouvés en assez bon état. Ils devaient rester ainsi pendant 18 années supplémentaires, attendant leur heure dans l'ombre. Puis vint le 10 janvier 1921. C'était un lundi. Vers 17 heures, alors que l'obscurité hivernale tombait sur la capitale, la plupart des employés du bâtiment du ministère du Commerce à Washington, D.C. étaient déjà rentrés chez eux. Le bâtiment devenait silencieux.
Un pompier du bâtiment nommé James Foster a remarqué de la fumée s'infiltrant par les ouvertures autour des tuyaux qui allèrent de la chaufferie à une salle d'archives dans le sous-sol. Il l'a signalé immédiatement au bureau du gardien. Ce qui s'est passé ensuite effacerait plus de noms de l'histoire que n'importe quel autre événement singulier de l'ère moderne. Pour comprendre l'ampleur de cette prétendue négligence, vous devez visualiser la géographie de ce sous-sol. Le plafond était en béton, offrant une certaine protection contre les incendies. Dans le coin sud-est se trouvait une immense chambre forte mesurant 100 pieds sur 45 pieds, construite spécifiquement, par conception et par budget, pour protéger les documents irremplaçables du gouvernement. La chambre forte était ignifugée. La chambre forte était étanche à l'eau. Le recensement de 1880 y était soigneusement rangé. Le recensement de 1900 y était en sécurité. Le recensement de 1910 y était protégé. Mais le recensement de 1890, le plus important document de transition de l'histoire de la nation, n'était pas à l'intérieur de cette chambre forte. Les dossiers uniques de près de 63 millions d'Américains étaient empilés sur de simples étagères en bois de pin, espacées de 20 pouces, dans une salle d'archives non verrouillée à l'extérieur de la chambre forte. Ils étaient situés juste à côté de l'atelier de menuiserie, un espace rempli de sciures et de copeaux de bois hautement inflammables. Ils étaient situés juste à côté de la salle des chaudières. Comme les archives nationales elles-mêmes le décriraient plus tard avec une candeur troublante, lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé le recensement de 1890, le premier sur le chemin des pompiers. Pourquoi le recensement le plus détaillé et le plus crucial de l'histoire, celui qui documentait la fermeture de l'Ancien Monde, était-il le seul exclu du refuge de sécurité? Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de vérifier les plans d'étage et les registres d'infrastructure du ministère du Commerce de cette année-là. De multiples services d'incendie ont répondu à l'appel. Incapables d'accéder directement au sous-sol en raison de l'intensification de la fumée, ils ont percé plus d'une douzaine de trous dans le premier plancher en bois et en béton et ont déversé 20 jets d'eau massifs dans l'espace en dessous. L'incendie a été maîtrisé vers 21h45 ce soir-là, mais l'eau a continué à couler sans relâche pour éteindre les points chauds jusqu'à bien après 22h. Le lendemain matin, le spectacle était le pire cauchemar de tout archiviste. L'eau arrivait aux chevilles et recouvrait les dossiers dans de nombreuses zones. La chambre forte ignifuge avait un panneau de verre armé brisé dans sa porte, et l'eau s'était infiltrée, endommageant les registres du recensement des autres années stockés sur les étagères inférieures. Mais le recensement de 1890, lui, n'avait jamais bénéficié de cette protection. Le directeur du recensement, Sam Rogers, a évalué les dommages. Environ 25% des annexes de 1890 ont été complètement détruites par le feu. 50% de ce qui restait montrait de graves dommages causés par l'eau, la fumée et les flammes. Cela semble catastrophique, une perte immense, et l'histoire conventionnelle s'arrête généralement là. Ça a brûlé. Fin de l'histoire. Circulez. Il n'y a rien à voir. Mais l'histoire officielle dit qu'il s'agit d'un simple incendie tragique, mais les mathématiques disent autre chose. Faites le calcul avec moi. Si 25% ont été détruits et que la moitié du reste a été endommagé, cela signifie qu'au moins 38% des dossiers étaient intacts. Plus d'un tiers des dossiers ont survécu à l'enfer sans la moindre égratignure. Près de 24 millions de dossiers individuels auraient pu survivre. Rogers a estimé qu'il faudrait 2 à 3 ans et 2 millions de dollars pour copier, transcrire et préserver les documents récupérables. Le greffier en chef a déclaré au Washington Post qu'il n'y avait aucune méthode connue pour restaurer un volume détrempé par l'eau. Mais qu'en est-il des volumes qui n'étaient pas détrempés? Qu'en est-il de ces 38% qui ont survécu intacts, empilés dans le noir? La cause de l'incendie n'a jamais été déterminée de manière concluante. Les enquêteurs ont évoqué une cigarette jetée négligemment, un câblage électrique défectueux ou la combustion spontanée de la sciure de bois dans l'atelier de menuiserie. Au moins une femme de l'Ohio a déclaré publiquement sa conviction que l'incendie faisait partie d'une vaste conspiration visant à frauder sa famille de son héritage légitime
en détruisant tout vestige de preuve prouvant leur statut d'héritier. Les officiels du gouvernement ont rapidement balayé ces affirmations d'un revers de main. Mais ils n'ont jamais expliqué, jamais justifié pourquoi le recensement de 1890 était stocké à l'extérieur de la chambre forte ignifuge, alors que tous les autres l'étaient à l'intérieur. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi les registres historiques datant de 1790 à 1820 et de 1850 à 1870 étaient logés en toute sécurité au 5e étage, à l'abri des inondations et des flammes du sous-sol. Ils n'ont jamais expliqué pourquoi le recensement de 1920, récemment achevé et pourtant moins critique pour la généalogie de l'Ancien Monde, était conservé dans un bâtiment complètement différent. Seul le recensement de 1890, celui qui détenait les clés de l'ère de transition, se trouvait dans le sous-sol, à côté de la chaudière et de la sciure. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. Ce qui a suivi l'incendie est, par bien des aspects, infiniment plus troublant que le feu lui-même. Les registres endommagés, ainsi que les 38% parfaitement intacts, ont été déplacés vers un stockage temporaire. Fin janvier, des rumeurs ont commencé à circuler dans les cercles académiques, selon lesquelles la destruction totale des annexes restantes était envisagée. La Société généalogique nationale a immédiatement publié des résolutions formelles protestant avec véhémence contre toute action de ce type. Des avocats, des historiens et les filles de la Révolution américaine se sont joints à l'indignation, suppliant le gouvernement d'agir pour la préservation. Le Congrès a officiellement nié qu'une quelconque destruction soit prévue. Les registres ont été transférés à nouveau au bureau du recensement en mai 1921 et le nouveau directeur, William Mott Stewart, a ordonné publiquement à ses employés de sauver et d'organiser autant d'annexes que possible. Et puis, le grand silence s'est abattu. Le registre historique devient presque totalement muet pendant la décennie suivante. Qui préservait ces dossiers entre 1921 et 1932? Qui copiait les parties récupérables? Qui faisait quoi que ce soit? La réponse, glaçante de cynisme, semble être personne. Les registres sont restés dans un entrepôt. Ils se sont détériorés. Ils ont moisi. Les 38% qui avaient survécu intacts à l'incendie se sont lentement décomposés par pure négligence institutionnelle, une atrophie organisée par l'inaction. Pendant 12 longues années, le gouvernement a regardé le papier pourrir. Puis, la machinerie de la bureaucratie a fait son mouvement final, clinique et mortel. En décembre 1932, le greffier en chef du bureau du recensement a envoyé une liste de routine au bibliothécaire du Congrès. C'était la procédure bureaucratique standard. Une liste de papiers jugés ne plus être nécessaire pour les affaires courantes, programmée pour l'incinération ou la destruction, à moins qu'ils ne soient formellement identifiés comme ayant une importance historique. L'élément numéro 22 sur cette liste d'exécution disait simplement « Population 1890, originale ». Il a été expressément demandé au bibliothécaire du Congrès de l'époque d'identifier tout document qui devait être conservé pour son intérêt historique. Il n'en a identifié aucun. Pas un seul registre de la liste. Pas les annexes de population originale de 63 millions d'Américains. La liste a été transmise au Congrès sans la moindre objection. Et le 21 février 1933, le Congrès américain a autorisé discrètement, presque silencieusement, la destruction totale des registres restants du recensement de 1890. C'est ici que la chronologie devient presque insupportable à lire, sans ressentir le poids du cynisme d'État. Un jour plus tôt, le 20 février 1933, le président Herbert Hoover, en personne, avait posé solennellement la première pierre du gigantesque bâtiment des Archives nationales. L'installation massive conçue spécifiquement pour prévenir exactement ce type de perte. Un seul jour de différence. Les archives sont arrivées avec un jour de retard. Le gouvernement a autorisé la destruction du registre de population le plus détaillé de l'histoire des États-Unis, un jour après le début officiel de la construction du bâtiment, destiné à préserver en permanence les archives fédérales. Une note, manuscrite, découverte des années plus tard perdue dans un dossier du bureau du recensement,
enregistre le sombre résultat de cette opération. Schedule restant détruit par le ministère du Commerce en 1934. Une deuxième annotation, ajoutée entre parenthèses, avec ce qui ressemble à la plume du désespoir, disait « Non approuvé par le géographe ». Quelqu'un, au cœur du système, s'y était opposé. Quelqu'un avait compris l'ampleur du crime historique en cours. Mais cela n'a pas eu la moindre importance. L'objection a été balayée, annulée, et les archives ont été détruites, quoi qu'il arrive. Sur les 62 979 766 Américains recensés en 1890, il ne subsiste aujourd'hui que les dossiers de 6 160 noms, des fragments épars provenant de 10 États et du district de Columbia. Moins d'un centième de 1%. Les 99,99% restants ont disparu. Ils n'ont pas été perdus dans un incendie tragique. Ils ont été victimes du feu, puis de 12 ans de négligence calculée, et enfin d'une décision bureaucratique délibérée d'effacement. Qui bénéficie d'un tel vide dans le registre historique? Pourquoi créer un trou noir de 20 ans au moment exact où la nation connaissait sa plus grande transformation démographique, sociale et architecturale? Pensez à ce qui se passait en parallèle pendant ce bloc de temps extrêmement précis. Si vous avez fait des recherches sur votre arbre généalogique et que vous vous êtes heurté à ce mur, il est fort probable que vos ancêtres aient été pris dans les engrenages de systèmes que le gouvernement préférait que vous ne puissiez pas retracer. Considérez les enfants. Entre 1854 et 1929, environ 250 000 enfants ont été arrachés aux rues ou aux familles des villes de la côte Est comme New York et Boston, chargés dans des wagons de chemin de fer et envoyés dans des communautés rurales à travers le Midwest, dans le cadre du mouvement des trains d'orphelins, Orphan Train. La vérité glaçante est que la grande majorité de ces enfants n'étaient pas orphelins du tout. Beaucoup avaient des parents vivants qui étaient simplement pauvres, des immigrants récents ou des catholiques que les institutions protestantes jugeaient inaptes. Leurs identités originales ont été systématiquement effacées. Lors des arrêts de train, ces enfants étaient exposés sur des quais de gare, des théâtres ou des églises, forcés de s'aligner pendant que des fermiers locaux inspectaient leurs dents et testaient leurs muscles, dans des scènes que les témoins de l'époque comparaient ouvertement à des ventes aux enchères de bétail ou d'esclaves. On leur donnait de nouveaux noms, on les séparait de leurs frères et sœurs, et on leur interdisait strictement tout contact avec leur passé. Les archives des organisations comme la Children's Aid Society ou le New York Foundling Hospital sont décrites par les chercheurs comme pratiquement inexistantes ou scellées hermétiquement derrière des politiques institutionnelles qui refusent encore aujourd'hui de fournir des documents originaux aux descendants. Le recensement de 1890, avec son niveau de détail granulaire sur la composition des ménages, le statut d'immigration et la naturalisation, aurait documenté exactement où vivaient ces 250 000 enfants, avec qui ils vivaient et si leurs origines déclarées correspondaient à des registres d'immigration vérifiables. Ce recensement aurait été la clé de voûte permettant à des millions de descendants aujourd'hui, on estime à 2 à 3 millions le nombre d'Américains descendants de ces enfants, de retracer leur lignée au-delà du quai de la gare. Aujourd'hui, ces descendants font face au mur de 1890, un mur qui n'est pas un accident, mais une amputation institutionnelle, une machine à distribuer la main-d'œuvre infantile, et une autre machine à brûler les reçus. Pensez également aux mères, aux épouses, aux femmes indépendantes. Entre 1845 et 1910, l'Amérique a construit environ 300 immenses asiles psychiatriques monumentaux sous le plan Kirkbride, des structures massives en pierre, certaines rivalisant avec la taille du Kremlin. À l'intérieur de ces murs épais de 2 pieds et demi, des dizaines de milliers de femmes ont été internées par leurs maris sans le moindre procès, sans audience publique, sans preuve médicale. En vertu des lois de couverture juridique, couverture, l'existence légale d'une femme mariée était suspendue. Elle n'était pas une personne devant la loi. Elle était la propriété de son mari. Le registre d'admission de l'asile de Weston en Virginie occidentale liste 125 raisons officielles pour lesquelles vous pouviez être enfermé. Parmi ces raisons, la lecture de romans, l'enthousiasme religieux, les troubles domestiques ou même
les mauvais traitements par le mari. Oui, une femme abusée par son mari pouvait être internée pour cela, perdant ainsi ses biens, son héritage et la garde de ses enfants au profit de l'homme qui l'avait fait enfermer. Le recensement de 1890 aurait documenté ces femmes institutionnalisées, car ces annexes spéciales recensaient précisément les populations des asiles. Leur nom, les causes de leur incarcération psychiatrique. Tout cela a brûlé en 1896 et le reste a été détruit en 1933. Leurs identités se sont dissoutes dans les couloirs institutionnels de l'oubli. Pensez aussi au vol économique massif à l'encontre des minorités. En 1870, 4 millions d'Afro-Américains, anciennement réduits en esclavage, sont apparus pour la toute première fois dans un recensement fédéral en tant que personnes à part entière, avec des noms et des prénoms, et non comme de simples coches d'inventaire sur des formulaires de propriété. Pour beaucoup, leur registre d'état civil, leur mariage et leurs identités familiales prenaient une forme officielle dans ces décennies. Le gouvernement avait mis en place la Freedmen's Bank, une institution censée protéger les économies des anciens esclaves. Les registres d'ouverture de compte de cette banque contenaient 480 000 noms, incluant les conjoints, les enfants, les parents et parfois les noms des anciennes plantations. Le registre généalogique le plus détaillé de la vie noire post-émancipation jamais compilé. Mais les administrateurs blancs de la banque ont secrètement réécrit la charte, ont spéculé avec les dépôts dans leurs propres entreprises immobilières et ferroviaires, ont volé 57 millions de dollars, ajustés à l'inflation, et ont fait s'effondrer l'institution en 1874, forçant même Frederick Douglass à assumer la présidence quelques semaines avant la chute pour porter le fardeau de la faute. Détruire le recensement de 1890, c'était détruire la confirmation de la propriété foncière, la cohésion des communautés et l'ascension sociale de ces populations qui tentaient de bâtir une nouvelle réalité. Dans le même laps de temps, le Dawes Act de 1887 volait 90 millions d'acres de terre aux nations autochtones sous couvert de lots individuels, fractionnant les communautés et livrant la terre aux enchères fiscales et aux spéculateurs blancs. Le Homestead Act donnait soi-disant des terres aux citoyens, mais 84% des 500 millions d'acres distribués finirent dans les mains de sociétés ferroviaires, de spéculateurs et de sociétés d'exploitation. Le recensement de 1890 aurait dévoilé l'architecture de cette fraude immobilière monumentale à l'échelle d'un continent. Et puis, il y a l'architecture elle-même, la preuve physique que le monde dans lequel ils vivaient ne ressemblait en rien à celui qu'ils nous ont laissé. Ces mêmes décennies de la fin du XIXe siècle sont marquées par l'apparition miraculeuse, puis la destruction systématique d'infrastructures colossales. L'exposition universelle de Chicago en 1893, la White City, avec ses 200 bâtiments néoclassiques massifs, ses dômes rivalisant avec les cathédrales européennes, construits prétendument en un temps record de moins de 2 ans sur des marécages avec des charrettes à chevaux. Des bâtiments qui disposaient d'une infrastructure électrique permanente pour éclairer 100 000 lampes et de 56 miles d'égouts, mais qui étaient déclarés temporaires, faits de plâtre et de jute. Vus par 27 millions de personnes, puis incendiés ou démolis mystérieusement quelques mois après la fermeture. La destruction du recensement de 1890 a effacé de l'histoire la dernière génération d'Américains qui a vécu dans ce monde ancien, les hommes et les femmes qui ont vu de leurs propres yeux les proportions impossibles, les portes gigantesques des vieux palais de justice, les réseaux de pneumatiques souterrains oubliés. Détruire ce recensement, c'était arracher le micro à l'audience qui savait que le passé ne correspondait pas au récit épuré qu'il commençait à imprimer dans les manuels scolaires modernes. L'incendie du sous-sol est peut-être une excuse pratique. Mais l'abandon des registres intacts pendant 12 ans dans un entrepôt humide ne l'est pas. Le choix délibéré du bibliothécaire du Congrès de ne sauver absolument aucune page sur 63 millions de vies documentées relève au mieux de la négligence criminelle la plus abjecte et au pire d'une complicité calculée pour purger l'histoire. Le fait que l'ordre officiel d'incinération finale ait été approuvé par le Congrès exactement 24 heures avant de poser la première pierre du bâtiment même conçu pour protéger ces documents est une raillerie qui frise la farce cynique et théâtrale.
Qu'est-ce qu'une archive? Ce n'est pas seulement du papier, c'est l'encre de l'existence légale d'un être humain. Sans elle, vous flottez. Sans elle, les terres volées restent volées. Les enfants kidnappés restent adoptés. Les asiles restent justifiés. La bureaucratie n'est pas une simple erreur de classement, c'est un système d'armement lent qui détruit en silence. Je ne veux pas vous convaincre d'une conspiration mystique dans l'ombre. Je veux que vous observiez avec la froideur d'un médecin légiste les actions documentées des institutions qui se proclament gardiennes de notre mémoire. Je vous montre des actes du Congrès, des mémos du Bureau du recensement, des dates de construction de bâtiments fédéraux, des listes d'admission d'asile et des lois signées. Si vous vouliez créer une nation sans mémoire, déracinée, déconnectée de ses véritables origines et dépendante exclusivement du récit corporatif et étatique qui a commencé à être dicté de force au XXe siècle, vous feriez très exactement cela. Vous élimineriez le point de référence central. Vous créeriez un gouffre de 20 ans entre 1880 et 1900. Vous élimineriez la preuve de qui vivait où, de qui possédait quoi, de qui a été envoyé de force dans un train, de qui a été enfermé pour avoir lu des romans et de quelle langue il parlait, avant que les écoles obligatoires, les orphelinats industriels et les systèmes bancaires ne standardisent brutalement la réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez au fond de vous que cela n'est pas qu'une simple anecdote d'histoire ancienne. C'est la raison exacte pour laquelle vous ne connaissez pas le nom du grand-père de votre arrière-grand-père. C'est la raison pour laquelle votre lignée s'arrête nette devant une page blanche. Partagez ce récit. Faites circuler ces données, ces dates et ces faits avant qu'un autre comité anonyme ne décide que ces archives sont, elles aussi, inutiles pour les affaires courantes et ne les efface silencieusement du serveur. Laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Continuons à cartographier tous ceux qui, partout dans le monde, cherchent encore. Les bâtiments se souviennent de ce que les archives ont oublié et les trous dans la chronologie racontent leur propre histoire. Le vide de 20 ans s'étend à travers des millions d'arbres généalogiques. Un trou béant qui a la forme exacte de la vérité qu'on ne nous permet pas de retracer. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.